Salut à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nurea TV. J'imagine les Nuréens que vous avez déjà entendu parler de ces mystérieux ballons qui sillonnent le ciel nord-américain depuis le début du mois de février. Des titres ont commencé à fleurir dans la presse, on parlait d'OVNI, objets volants non identifiés. Et pour y voir plus clair sur ce dossier, j'ai souhaité inviter l'un de mes ufologues préférés, Fabrice Bonvin, à venir nous débriefer sur le sujet afin d'y voir plus clair. Salut Fabrice, je suis très heureux de te retrouver sur Nura. Merci de nous consacrer quelques minutes pour venir faire un petit débrief sur ce qui s'est passé dans le ciel américain en ce début de mois de février parce qu'on a l'impression qu'il se passe pas mal de choses dans le ciel nord-américain et je voulais avoir ton avis, souvent aiguisé, souvent bien informé, pour que les Nuréens puissent comprendre un peu les tenants et aboutissants autour de ce dossier qui fait beaucoup parler dans les médias, quoi qu'on en dise. Ouais, merci Guillaume pour ton invitation. Ouais, on est en plein dans l'actu ici et puis on est dans une situation qui est très particulière avec apparemment 4 ovnis qui ont été abattus par l'armée de l'air américaine. Alors c'est pas courant et puis ça questionne, enfin non seulement sur l'origine de ces objets, mais aussi sur ce qui se passe en coulisses. Et puis justement, c'est l'occasion de parler de ces 15 derniers jours et de faire peut-être d'aller un petit peu en arrière et de regarder ce qui s'est passé de manière chronologique et essayer de comprendre les tenants et les aboutissants et ce qui se joue là derrière et les enjeux aussi, qu'ils soient militaires ou politiques. Alors tu as lâché le terme parce qu'il est apparu dans plein de titres sur toutes les gazettes, des ovnis dans le ciel américain. Forcément, passionnés de mystère que nous sommes, le mot ovni nous fait tilter. On va quand même rappeler pour démarrer qu'ovni, ça veut bien dire ce que ça veut dire, objet volant non identifié. Et à ce jour, on n'a pas toutes les informations pour identifier de quoi il s'agit dans ces nombreux articles. Et justement, le but, ça va être aussi de séparer un peu le bon grain de livret en termes d'informations et de voir ce qu'on peut déduire des quelques informations qui ont été disséminées ça et là dans les médias. Est-ce que tu peux nous faire déjà une petite explication sur la genèse de ce dossier-là qui démarre le 4 février ou en tout cas début février? Ouais, peut-être juste en préambule, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'OVNI et moi ça m'interpelle. Pourquoi? Parce qu'en général, la presse, avant de lâcher ou d'utiliser le terme OVNI, ils utilisent d'autres termes. Et là, en fait, ce terme OVNI est venu comme ça tout de suite. Elle a été, je dirais, appropriée par l'ensemble des médias qui ont parlé d'OVNI, etc., tout en sachant en tout cas que pour un de ces objets, c'était un ballon. Donc je trouve que cette fois-ci, en fait, en général, les médias sont réticents à utiliser le terme ovni et cette fois-ci, ils se sont précipités sur le terme ovni. Donc tout ça apporte beaucoup de confusion. Voilà, en termes de Ouais, j'ai envie de sémantique. dire, en ce moment dans le ciel américain, le premier qui balance un frisbee, ça va faire un article de presse. C'est un peu C'est l'impression ça, qu'on a. ouais, effectivement. Ah, c'est une invasion. Donc, pour la genèse, alors, on a effectivement 4 objets qui ont été abattus par des missiles. Alors, le premier a été abattu, en fait, effectivement, en Caroline du Sud et c'est en ballon. On va y revenir un petit peu plus tard, mais il a été récupéré par l'armée et les débris sont en cours d'analyse. Ensuite, le 10 février, beaucoup plus au nord, en Alaska, cette fois-ci, c'est un autre objet qui a été abattu. Alors, d'après les renseignements qu'on a pu prendre, d'après les pilotes, l'objet avait la taille d'une voiture et il n'avait pas de système de propulsion visible. Ensuite, le lendemain, un autre ovni abattu, cette fois-ci à Yukon. On ne sait pas beaucoup de choses, on sait seulement que c'est un objet cylindrique. Et puis finalement, encore le lendemain, le 12 février, cette fois-ci, au-dessus du lac Huron, c'est un objet octogonal qui a été abattu. Alors, y a des particularités, c'est que ces objets ont été abattus à des altitudes différentes
et certains de ces objets en fait mettaient en péril la sécurité aérienne des aéronefs civils, raison pour laquelle les États-Unis ont décidé d'intervenir et de les abattre. Voilà. Donc je vais passer au prochain slide. Et alors l'OVNI sur lequel on a le plus d'informations en fait n'en est pas un, puisqu'on sait que c'est un ballon. Ce ballon a été détecté la première fois déjà fin janvier, c'était le 28 janvier au-dessus de l'Alaska. Et j'ai mis une petite carte qui montre en fait le trajet supposé de cet OVNI. Donc il serait parti de Chine, et d'ailleurs la Chine a reconnu que cet aérostat leur appartient. Mais selon les Chinois, en fait, il ne s'agit pas d'un ballon de surveillance d'origine militaire, mais plutôt d'un ballon météorologique civil. Voilà. Là, on est sur un ballon qui fait une taille importante en termes Ah de oui, forme et de dimension. J'ai entendu 60 mètres. Là, je vois 60 pieds. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la taille de ce ballon, ah soit non, espion, soit météorologique? il faisait vraiment 60 mètres. C'est énorme en fait, équipé d'antennes, de panneaux solaires. Donc de panneaux solaires effectivement pour générer du pouvoir en fait, pour De générer l'énergie? de l'énergie tout simplement. Et effectivement de l'équipement de surveillance, on peut imaginer des senseurs, des équipements de communication, on peut imaginer également des caméras, enfin toutes sortes d'informations, toutes sortes de systèmes qui permettent de prendre des informations sur l'ennemi. Euh, Puis donc vraiment, il faisait 60 mètres, mais il naviguait à une altitude de 60 000 pieds. En fait. D'accord, 60 ok. 000 pieds, c'est à peu près 18 kilomètres. Donc là, on est à peu près l'équivalent d'une grosse montgolfière. Oui, c'est ça. Je suis pas un expert en montgolfière, mais j'imagine que c'est ça. Pour se faire une idée, moi non plus, pour à peu près essayer de jauger la bête. C'est ça. Donc on n'est pas sur le frisbee, on est plus sur la sur la montgolfière. C'est bien ça. Voilà. Et puis ça vole haut, hein, ça peut voler jusqu'à 35-40 kilomètres, donc jusqu'à à peu près 120 000 pieds. Donc, ce sont en général des ballons de surveillance qui volent à cette altitude. Et puis, pour se faire une idée, ben, un avion de chasse, il peut voler jusqu'à 20 km. Et puis, un avion de ligne, il vole entre 10 000, enfin, entre 10 000 pieds, 10 000 mètres et 12 000 mètres, donc entre 10 et 12 km. Voilà. D'accord. Donc, voilà, pour cet avion-là, on voit une photo, en fait, de l'opération de récupération ils ont pu récupérer du matériel intéressant, hein, comme des bouts de panneaux solaires et du bout de matériel de détection, donc bout d'équipement. Donc c'est en cours d'analyse et c'est pour ça, effectivement, il n'y a pas de communication officielle qui est faite par le gouvernement parce qu'il veut être sûr de déterminer que cet équipement est lié, je dirais, à une activité militaire et pas à une activité civile, puisque derrière, il y a des enjeux diplomatiques. C'est-à-dire que la Chine, effectivement, dit ce n'est pas militaire, c'est un avion qui a été, je dirais, porté par le vent, qui s'est retrouvé comme par hasard au-dessus des sites stratégiques nucléaires américains dans l'État du Montana. Et les Américains disent, mais non, vous mentez, il s'agit en fait d'un appareil militaire lié, voilà, dont la mission est de faire la surveillance. Quoi qu'il en soit, sur cet objet-là, on connaît sa provenance. Le gouvernement Oui. chinois a reconnu que c'était bien un appareil qui venait de leur pays. Donc Mhm. là, il n'y a aucun mystère derrière tout ça, si ce n'est des mystères géopolitiques, soit d'espionnage, soit d'erreur d'aiguillage, nous dirons. Voilà. J'ai préparé également un slide pour rappeler en fait que en fait, les aérostats ou les ballons sont utilisés depuis à peu près 1850, donc ça fait plus de 150 ans que cette technologie, si on peut appeler ça, mais qui est très rudimentaire, est utilisée dans le cadre soit militaire, comme on peut le voir ici, durant la guerre civile américaine, bien sûr durant la guerre froide, quand les Américains surveillaient et espionnaient les Soviétiques, et les Soviétiques en faisaient de même avec les Américains. Et puis encore récemment, c'était l'année passée, les Américains ont mis en place en fait, un programme de surveillance via les ballons. Donc en fait, les ballons, ça reste, même si c'est une technologie qui est abordable, qui n'est pas chère, et puis qui permet de faire une bonne récolte de renseignements, même si cette technologie n'est pas très discrète, on va dire, par rapport à ce qu'on peut imaginer, comme les satellites. Et oui, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi faire appel à des matériaux et des technologies assez rudimentaires, en tout cas Mhm. qui sont assez anciennes, quand on a des satellites, des avions furtifs et j'en passe?
Ouais. Bon, on va le voir plus tard parce que ça va permettre de faire une récolte, je dirais, d'informations sur la durée. Un satellite, de manière générale, il va passer au-dessus d'une zone, il va pouvoir capter de l'information, mais de manière moins fine et de manière plus courte qu'un ballon qui va vraiment pouvoir se poser au-dessus d'une zone et prendre davantage d'informations et puis effectivement prendre l'information aussi de manière plus précise. D'accord. Voilà l'intérêt. Puis après, il faut dire que la Chine n'a pas les capacités militaires des États-Unis, donc ils font aussi avec les moyens du bord. J'ai mis un slide aussi pour rappeler que chaque jour, il y a un millier de ballons sondes qui sont envoyés en haute altitude pour la récolte de données atmosphériques par les différentes agences de météo. Donc, en fait, notre ciel est, je dirais, peuplé de ballons. Donc, ce sont plutôt des ballons de petite taille, des ballons météo. Mais chaque année, une centaine de ballons sont envoyés par des laboratoires de recherche du genre la NASA. Puis ce sont en général des ballons beaucoup plus grands, comme justement ce ballon qui a été abattu. La NASA envoie une dizaine de ballons chaque année qui ont la taille d'un stade de football. Donc c'est vraiment énorme. Ah oui. Ouais. Et puis finalement, il y a tous les ballons qui sont envoyés par vous, par moi, par des étudiants, par des amateurs dans le secteur privé, qui permettent de faire des petites expériences assez rigolotes. Pour une dizaine de dollars, vous pouvez lâcher ces ballons et ces ballons peuvent faire plusieurs fois le tour de la planète. Et c'est légal, en fait, jusqu'à une certaine taille et un certain poids. On peut faire voler ce type de ballon, en fait, en toute légalité. Avis aux Nuréens qui voudraient se lancer dans la conquête spatiale. Voilà. Sur le prochain slide, je voulais juste rappeler quelques éléments historiques toujours sur le ballon, ce qu'on sait. Donc effectivement, la Chine dit bon c'est un ballon météorologique qui a dérivé, c'est pas lié à l'espionnage. Les Américains disent le contraire, et les Américains disent également que la Chine aurait déployé plus de 40 ballons espions dans le monde. On sait qu'un ballon chinois a été détecté par le NORAD colombien, par exemple. Mais on sait aussi que la Chine se plaint de survol de ballons au-dessus de son territoire. Puis récemment, il y a eu aussi des observations d'OVNI assez impressionnantes au-dessus de l'Uruguay. Donc il se passe beaucoup de choses en ce moment. Alors encore une fois, oui, les débris sont en cours d'analyse. Donc les Américains cherchent à comprendre le type de données qui a été collecté. Et puis, donc pour revenir effectivement sur l'utilisation du ballon, c'est qu'en fait le niveau d'altitude du ballon, donc on a vu que c'est assez haut, mais c'est pas aussi haut qu'un satellite. Un satellite, excusez-moi, permet de collecter des informations que l'on ne peut pas obtenir depuis l'espace, par exemple les ondes émises par les systèmes de communication ou de transmission de données. Donc voilà pourquoi on utilise des ballons. Voilà. Puis après, alors si effectivement c'est d'origine militaire, moi je pense qu'effectivement les Chinois font de l'espionnage militaire, eh ben, c'est une manière pour les Chinois de tester la réaction des Américains, tant au niveau de la réactivité de ses défenses, ses capacités, et de voir combien de temps en fait les Américains mettent à réagir avant de les abattre, voir aussi en combien de temps ils les détectent, et puis voir également quelles sont les conséquences militaires et politiques. Donc voilà, ça s'inscrit dans un cadre assez large qui dépasse le cadre militaire, mais qui effectivement on est rentré dans une phase assez critique à mon sens de confrontation en fait entre les États-Unis et puis la Russie avec ses, on va dire, alliés entre guillemets que sont la Chine et l'Inde. Donc il y a des blocs qui sont en train de se constituer. Je pense que ces blocs sont en train de faire un jeu qui est assez malsain, mais un jeu de pouvoir et d'intimidation. Et cette histoire de ballon en fait participe à ce qui se passe actuellement sur la scène internationale. Voilà. Donc en Et puis fait, ce qui est assez ces ballons, excuse-moi Fabrice, oui. là on est sur un symptôme qu'il faut savoir déceler d'une situation géopolitique internationale qui sent mauvais. Oui, clairement, parce que en fait, c'est pas la première fois que ces ballons sont détectés au-dessus des États-Unis ou que des ballons américains sont détectés au-dessus de la Chine. Et puis, je dirais que ça fait partie du jeu entre ces nations et c'est presque accepté en fait entre les nations d'être espionnées. Et même, je dirais, entre nations ennemies, on s'espionne. On a vu les Américains souvent espionner les Français, pas forcément avec des ballons, avec d'autres moyens. Oui, Donc, oui, il voilà, y a eu des écoutes, ce des genre de choses. micros, des écoutes. Enfin, l'espionnage, en fait, fait partie du quotidien. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Américains se plaignent, en fait, de cette surveillance. Et puis, en fait, cette surveillance a lieu depuis des années. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ils le font maintenant et pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Et je pense qu'il y a un enjeu politique derrière de mettre la pression sur la Chine.
la Chine qui s'allie de plus en plus avec la Russie. Et puis, on a vu encore ces quelques jours que la Chine est accusée par l'administration américaine de vouloir armer en fait la Russie dans son conflit contre l'Ukraine. Alors, on sait que nous, occidentaux, enfin, la France, l'Angleterre, prime abord, arment l'Ukraine et arment aussi de manière assez massive la Pologne. Mais maintenant, ce sont les Chinois qui aident les Russes, je dirais, dans leur effort de guerre contre le régime ukrainien. Enfin, Donc voilà. en fait, les Américains auraient pu simplement abattre ce ballon espion, si tant est qu'on ait affaire à un ballon espion, ce qui semble quand même probable, mais le fait de le médiatiser autant, là on est typiquement dans de la communication géopolitique pour Oui, mettre un coup de pression. c'est ça, oui. Bon, ils l'auraient pas abattu, je dirais, en temps normal. Non plus, ils ont voulu faire un coup d'éclat. Euh, donc, ouais, non, non, on n'abat pas les ballons espions, en fait, de manière générale. On les laisse passer et puis on en prend acte et ça s'arrête là, en fait. Puisque de toute façon, chacun le fait. Donc voilà, c'est un jeu, en fait, qui est joué et puis il faut pas en être dupe. Enfin, nous autres. Enfin, voilà, la population ne doit pas être dupe de ce jeu qui se joue. Et ce qui est intéressant, c'est que le NORAD a augmenté la sensibilité de ces systèmes de détection. Voilà. On se souvient que dans le cas du Nimitz, qui a eu lieu presque une vingtaine d'années, ce qui a permis d'observer ces phénomènes, c'est, je dirais, un équipement renouvelé, un équipement plus moderne, qui a permis de filmer l'OVNI du Nimitz, ce qui n'était pas possible avant, avec les systèmes de détection embarqués dans les anciennes générations d'avions de chasse. Et puis maintenant, on voit que l'armée, que ce soit dans ces avions, que ce soit le NORAD, au lieu d'avoir des grosses mailles au niveau, je dirais, de la détection, resserrer les mailles de manière à pouvoir capter de manière plus fine tous les objets qui rentrent dans l'espace aérien, ce qui va probablement amener à la détection de beaucoup plus d'OVNI, que ce soit des OVNI d'origine humaine ou non humaine. D'accord, donc on peut espérer dans les mois à venir des vidéos de cette période-là, avec des sortes comme on a vu le Tic Tac, le Go Fast, ces vidéos devenues célèbres de l'US Navy. Ouais, je pense, effectivement, de plus en plus. Mhm. Après, moi, je me fais une petite réflexion quand j'ai vu les photos de la récupération du ballon chinois dans l'océan. À l'époque, Roswell, on a fait passer ça pour un ballon météo. Et il y avait eu des photos, tu sais, avec le principal protagoniste qui posait avec les débris. Alors, je suis pas en train de dire qu'on a maquillé les nouvelles photos, mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle entre le traitement médiatique de l'affaire de Roswell et ce fameux ballon météo. Et là, on a vraiment affaire à un ballon météo pour le coup. Enfin, Effectivement. un, Oui, un oui, ballon de collecte de données. je pense, Guillaume, tu n'es pas le seul à faire ce parallèle, je l'ai aussi fait. Faut dire que le ballon sonde avec la planète Vénus a été l'explication phare durant 30 ans pour expliquer toutes les observations d'OVNI aux États-Unis et dans le monde. De la fin des années 40 jusqu'aux années 80, c'était toujours cette explication de ballon sonde et c'est presque devenu une blague ou un gag parce que n'importe quelle observation d'OVNI, c'était soit un ballon sonde, soit la planète Vénus et des fois les gaz des marais. Et dans les années 90, c'est la lanterne thaïlandaise qui a pris le relais dans l'imaginaire collectif. C'est juste, c'est juste. Et maintenant, on est sur Starlink. Oui, les fameuses, euh, Ouais. les fameuses ribambelles. Voilà, donc ensuite, alors, je crois que le ballon, là, plus ou moins réglé. On attend une chose, c'est l'analyse des débris par les Américains et la réaction, bien sûr, des Chinois. Mais ce qui nous intéresse, nous, les Nouréens, c'est plutôt, en fait, les trois autres OVNI. Parce que Oui. finalement, on sait très peu de choses. On sait qu'ils ont été abattus. Donc, il y a une conférence de presse qui a été donnée et il n'y a pas d'explication sur la nature et la provenance de ces objets. Ils n'ont pas pu être récupérés. On sait que c'est des objets de beaucoup plus petite taille. On sait aussi que le mode de propulsion de ces objets questionne. Il y a une piste qui a été élaborée dans les médias. C'est effectivement qu'un club de passionnés aurait envoyé un petit ballon à peu près $12 dans le cas en fait, de l'OVNI abattu à Yukon. Donc, comme on le voit ici sur cette image, et puis cet OVNI en fait serait effectivement un de ces ballons en fait envoyés par des amateurs, et il a été abattu en fait par un missile à $400 000, ce que je trouve assez cocasse. Ouais, Euh, effectivement. quand on met les deux sommes en regard l'une de l'autre.
Mais bon, après tout, on a affaire à des Américains, donc c'est pas très étonnant. Voilà. Et j'ai mis en fait un petit passeport extraterrestre trouvé dans les débris. Bien sûr, c'est une plaisanterie, mais voilà, peut-être qu'un jour, ça fait en fait un clin d'œil à d'autres événements historiques où on aurait retrouvé des passeports incriminant en fait les fautifs. Oui, nous n'en dirons pas plus, mais je vois bien de quoi tu parles. Tu vois bien de quoi je veux parler. Mis en évidence sous le pare-brise. Donc, Voilà, c'est ça. du fameux ovni. Sur ces trois ovnis récupérés, alors le premier de cette série de trois, donc qui sont encore non identifiés, en tout cas pour nous, grand public, celui qui a été abattu, les trois ont été abattus, ça c'est une certitude. Celui qui a Oui. été abattu du côté de l'Alaska, on est dans une zone sensible, je crois qu'on est dans une grosse zone pétrolière américaine. Ok, alors je l'ignorais. Donc D'accord. là, ça me semblait peut-être cohérent qu'on soit dans une zone qui est, où l'espionnage bat son plein. Mhm. Ouais, très bien. Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est une zone effectivement où il y a beaucoup de ressources naturelles, donc c'est sujet à des tensions et puis il y a des enjeux effectivement là autour entre les différentes puissances. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les conditions météorologiques particulièrement mauvaises dans ces régions, puisqu'on parle de l'Amérique du Nord, très au nord, bah, n'a pas permis en fait de récupérer ces objets qui étaient en plus de petite taille. Donc, pouvoir détecter en fait l'emplacement exact du crash en fait de ces objets était rendu compliqué, d'autant plus avec une météo difficile. Donc voilà, là on ne peut pas faire autre chose que croire ce que nous disent les autorités américaines. Alors s'agit-il de réel ovni ou pas, bah, c'est ouvert à conjecture bien sûr. Hein. Ouais, moi, il y a quelque chose où je voulais avoir ton avis, c'est ces déclarations, là vous Mhm. les voyez s'afficher à l'écran, donc du général de l'US Air Force, Glenn Van Herk. Donc c'est l'officier qui a un peu chapeauté l'abattage de tous ces ballons et ovnis, qui nous fait plusieurs déclarations que j'ai pu retrouver dans la presse. L'armée n'est pas en mesure de déterminer immédiatement les moyens par lesquels l'un des trois derniers objets était maintenu en l'air ni d'où il venait. Donc là, on revient sur ce fameux système de propulsion et sur la technologie qui accompagne, que ce soit un ballon ou autre, on est sur une technologie. Il nous dit, nous les appelons des objets, pas des ballons, pour une bonne raison. Ça, c'est une phrase qui m'a fait tiquer parce qu'on se dit, bah, s'il dit ça, c'est pas anodin. On n'est pas sur des ballons, donc on est sur autre chose, mais sans système de propulsion. Ça lève quand même ça met en avant un voile assez mystérieux. Et il nous dit, je laisse la communauté du renseignement et la communauté du contre-espionnage déterminer de quoi il s'agit. Je n'exclus rien. Et moi, ce que j'aurais aimé avoir ton avis, Fabrice, sur ces déclarations, parce on est quasi convaincu qu'on n'a pas affaire à des ovnis de type ovni intelligence exogène, etc. Les ovnis qui, en temps normal, nous intéressent. On est quasi persuadé qu'on a affaire à des choses bien humaines. Et pourtant, ces déclarations d'un haut gradé de l'armée américaine, je trouve qu'elles viennent jeter un peu de trouble. Est-ce qu'en termes de communication, il y a quelque chose derrière tout ça? Qu'est-ce qu'on peut déduire de ces déclarations-là? Mhm. Ouais, le fait qu'ils le disent, comme tu l'as dit, n'est pas anodin. Ils pourraient ne rien dire, effectivement. Donc, ils prennent l'initiative de donner en fait ces informations, montrent effectivement qu'il y a un certain malaise, qu'il y a des choses qu'il peut dire et d'autres qu'il ne peut pas dire. Donc, il dit les choses à moitié. Il dit que c'est pas des ballons, mais sans vraiment dire ce que c'est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas identifié comme étant des ballons. Donc, il y a un système de propulsion qui est autre que le vent. Clairement, qu'il n'ait pas pu identifier le système de propulsion, bah, ça questionne également, effectivement. Donc, on pourrait se dire qu'on est peut-être en présence d'une technologie qui soit un petit peu exotique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il cherche à se laver les mains puisqu'il renvoie la balle en fait sur d'autres agences, il parle du service de renseignement, etc. Donc, en fait, ce qu'il dit, euh, je dirais entre les lignes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il dit on sait ce que c'est, mais moi je sais ce que c'est, mais je ne vais pas vous le dire. Et si vous voulez savoir ce que c'est, bah, vous posez la question aux autres, mais moi je ne peux pas ou je ne veux pas vous le dire. Après, moi, ce que ça évoque chez moi, c'est que le NORAD, bah, en fait, détectent des phénomènes ovnis de manière quasiment quotidienne. Ils appellent ça les fast walkers ou les marcheurs rapides. Et en fait, la politique au sein du NORAD, c'est d'ignorer ces traces radars ou ces ovnis qui sont détectés puisqu'ils sont
détectés de manière quotidienne. Ils savent pas quoi en faire, ils savent à peine d'où ils viennent, d'où ils repartent, et de toute façon, ils ne constituent pas une menace. Donc, ils ont, je dirais, pris l'habitude d'intégrer ces observations dans leur quotidien sans apporter une attention particulière à ces manifestations. Et il est possible, en fait, que ces trois ovnis, en fait, fassent partie de cette famille de catégories de phénomènes. Et vu qu'effectivement, ben, là, il peut malheureusement pas en dire plus, étant donné la situation, je dirais, de secret qui entoure le dossier OVNI. Voilà ce que ça évoque chez moi, mais effectivement, c'est extrêmement troublant. Alors là, tu parlais de fast walker. Là, j'ai lu pareil, un terme qui revenait dans plusieurs articles de presse, des slow movers. On est sur une nouvelle catégorie et on va essayer de conclure là-dessus. Ton avis final sur ce dossier-là, y a-t-il une infime probabilité pour qu'on ait affaire à de la technologie exogène et une intelligence venue d'ailleurs, en tout cas qui appartient au domaine qui nous intéresse habituellement, ou est-ce qu'on peut d'ores et déjà classer ce dossier dans la catégorie définitive des choses bien humaines et qui appartiennent à toute une sphère de communication, de géopolitique et de tensions internationales? Hmm. Alors, j'ai pas assez d'éléments pour pouvoir me prononcer. Je crois que tout est possible. Les deux cas de figure sont possibles, comme on peut imaginer qu'il y a un mélange des deux. Ce qui est sûr, c'est que tout ça amène beaucoup de confusion. On sait que l'article du New York Times de 2017, et puis effectivement ensuite l'audition des témoins par le politique et la mise en place de bureaux et d'offices chargés d'enquêter sur les ovnis est en train de trier le bon grain de livret, comme on dira. Et puis donc, il y a déjà énormément de confusion en fait sur ce qui se passe dans les cieux, mais non seulement américains, mais dans le monde entier, puisque on est en phase de nouvelles technologies par rapport aux drones, par exemple, mais on est aussi en phase d'un phénomène ovni qui a toujours été là. Donc, autant on a vu dans le cas du Nimitz, où on a des phénomènes qui sont clairement exogènes, puisqu'ils ont été observés par les meilleurs pilotes au monde, enregistrés par les meilleurs systèmes de détection au sein de l'USS Princeton et pris en chasse par des aviateurs. Autant on a des cas, effectivement, comme avec ce ballon chinois, où bon, bah, clairement, on est face à une technologie bassement terrestre. Donc, on a en fait ce mélange des genres qui rend le dossier très difficile à lire et à interpréter. Et moi, ça me fait souci parce qu'on a effectivement des politiques américains qui, je pense, sont de bonne foi et qui demandent aux militaires de coordonner leurs efforts et de faire une synthèse de ce qui se passe dans les cieux. Et on a maintenant cette situation politico-militaro qui est en place et puis qui apporte toute cette confusion sur le dossier OVNI, en fait, je dirais. Donc je pense qu'on va pas voir le bout du tunnel. Puisqu'il y a effectivement ces différents, comment dire ça, ces différentes, il y a ces différents enjeux en fait qui s'entrechoquent, Guillaume. Donc, je pense qu'on ne saura jamais de quoi relèvent ces trois objets qui ont été abattus. Je pense que cette histoire va tomber dans l'eau, comme les ovnis d'ailleurs. Et puis sur le ballon, bon, on aura là par contre une réponse, ça c'est sûr. Bah écoute Fabrice, un grand merci pour être venu débriefer et de nous avoir consacré un peu de temps sur ce dossier des ovnis du ciel américain de ce début de mois de février 2023. J'espère qu'on te reverra très prochainement sur de nouveaux dossiers, cette fois-ci bien ufologiques, quoique ce soir, aujourd'hui, on ne sait pas trop, hein. J'espère en tout cas que les informations qu'on vous aura communiquées, les Nuréens, bah, vous permettront d'y voir plus clair, de vous forger un début d'opinion. Et après tout, on n'est pas obligé de trancher. Le monde n'est pas que binaire. Il y a quelques intermèdes entre le oui et le non. Donc voilà, en tout cas, Fabrice, un grand merci et je te dis à très bientôt. À bientôt, Guillaume. Merci. Les Nuréens, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. On espère vous avoir apporté quelques informations utiles. Moi, je vous dis à très bientôt sur Nurea TV. Et d'ici là, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt. Ciao.